de la séance de comment elle est cadrée. Et donc j'ai un certain nombre d'activités, donc je les ai un peu évoquées. Il y a ce que j'appelle le projet cadré. Si on donne un objectif, on montre des petits exemples, donc ça donne un point de départ pour la créativité. Par contre, on ne leur demande pas de faire la même chose du tout. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas envie, des fois ils n'ont pas envie, ils font autre chose, parce qu'ils ont envie de continuer leur idée, il n'y a pas de problème, c'est ça qu'on montre, c'est ça qu'on montre. L'activité de remix, elle est hyper fun. Ils commencent un projet, ils ont 10 minutes en groupe, et puis au bout de 10 minutes, on les fait changer physiquement de PC. Et donc ils sont obligés de comprendre le code de l'autre et de continuer. Ils n'ont pas le droit de tout écraser, alors des fois ils le font. Mais... Alors ça, c'est une activité assez frustrante. En général, à la fin, on a bien un bon quart d'heure de débat sur « Ah ouais, mais un tel, il a changé ce que j'avais fait. » Mais n'empêche que c'est très formateur pour la réutilisabilité, comment je comprends ce que l'autre a fait. Ça fait penser au mob programming, quoi, c'est ça? Il y a des idées comme ça de programmation à 10, au-delà du pair programming chez les développeurs adultes. Ouais. Oui, mais oui, c'est pas un petit... Chacun passe sur le code de l'autre. Ça, c'est mob programming Oui. C'est un type qui a... Ouais, programmation par les foules. Par la horde, par la mob. D'ailleurs, avant le remix en général, on fait un cadavre exquis. Justement, parce que du coup, on le fait en dessin avant de le faire en informatique. Enfin, le debug, ça c'est rigolo. Ça c'est très bien au bout d'un certain nombre de séances parce qu'il y a 2-3 concepts. Le parallélisme, comment je déclenche 2 trucs en parallèle, comment je synchronise. Il y a 2-3 concepts comme ça. En leur proposant de corriger un programme qui ne marche pas, ça les amuse, c'est comme un exercice comme jouer au détective, et n'empêche que s'ils n'avaient pas compris, ils le comprennent à ce moment-là. Enfin, et puis comme ils le font groupe aussi, pareil, ils discutent entre eux. Donc ça permet d'asseoir 2-3 trucs qui quand même sont fondamentaux pour pouvoir être capable après de faire des choses qui vont plus loin, qui est ce qu'ils ont envie de faire en général. Le projet libre, donc là quand on a acquis suffisamment de compétences, là on va sur, ils choisissent complètement, et là l'accompagnement il est différent, il est plutôt dans les aider à trouver des idées au début, les aider à anticiper, à cadrer un peu, à anticiper, à se mettre ensemble pour débloquer certaines choses. Enfin, il y a comme ça des choses à faire à chaque étape pour les aider, pour que ce soit pas non plus... pour les aider à progresser, à se rendre compte comment je vais faire mon projet seul ou à plusieurs. L'activité débranchée, le cahier personnel, les objets connectés, oui, ça c'est génial. Enfin, parce que bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je pense que vous avez compris, j'utilise Scratch, parce que c'est quand même très bien foutu, et ce que j'adore, c'est qu'on peut très rapidement faire des choses pour les enfants, c'est très ludique. Ils voient vraiment le résultat. Et on peut faire aussi des choses quand même très très compliquées. Donc c'est ce qu'ils appellent le low floor, high ceiling. Le sol est bas, donc je peux très facilement faire quelque chose, mais le plafond est très haut, je peux faire des choses très compliquées. En ce moment, il y a un jeu qui fait 1000 vues sur Scratch. Il y a un mec qui a recodé Minecraft en 2D. Et suffisamment bien pour que tout le monde y joue. Donc il y a quand même de quoi faire. Les objets connectés, c'est... quand on est sur que l'écran, c'est quand même très virtuel. C'est vachement bien de faire interagir avec des objets qu'on peut programmer. Ça rend beaucoup plus concret, ça, Benoît le disait. Donc il y a le Meki déjà, qui est super simple pour simuler des touches. Et donc ils font un jeu, mais au lieu d'y jouer avec les touches d'ordinateur, ils vont jouer avec des objets. Donc ça augmente l'excitation des enfants en fait, et donc leur appétit pour apprendre. Puis après en ce moment, je suis en train de regarder avec Arduino comment depuis Scratch, en interfaçant, on peut s'amuser à allumer des diodes, à mettre des capteurs. Et donc l'idée c'est avec les plus avancés, donc là c'est quand même plutôt à partir de 11-12 ans, ils vont pouvoir faire des jeux qui interagissent avec des objets qu'ils auront programmés. Donc c'est extrêmement motivant. Après, il y a d'autres choses, on peut mettre des caméras Kinect, des Leapmotion, il y a plein de choses à faire pour aller plus loin. Et donc avec tout ça, je vais vous passer le détail sur chaque activité, comment ça marche, je l'ai à peu près expliqué. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'en fait, après, ce que j'ai fait cette année, c'est construire un parcours pédagogique avec des séquences, donc au début assez cadré, avec des activités. Au début, on va commencer par faire son portrait, après on va faire le jeu de rôle, on va continuer une activité libre, et la séquence après, on va se faire des projets artistiques. Voilà. Donc, au bout de 5-6 sessions, on fait des histoires, et là on peut carrément le faire sur 2-3 sessions, c'est assez intéressant. Moi j'adore faire un truc où je les mets en groupe et réfléchissent sur... ils créent une histoire, ils n'ont pas le droit d'utiliser les personnages en Scratch, donc ils vont recréer
avec de la pâte à modeler ou des dessins, leurs propres trucs, on prend en photo, on met dans Scratch. Et donc il y a une session qui se passe que à créer l'histoire, dans l'imaginaire. La session d'après, on intègre, on fait le projet et on code l'histoire. Ça c'est... Là, chaque pastille, c'est une session d'1 heure et demie, c'est ça? Ouais, quand elles sont plus larges, c'est que je l'étends sur... Enfin, qu'après ça passe. Les projets livres, je passe sur... 2 sessions. Alors, sur l'histoire, j'ai fait sur 3. Quand je suis passée au grand projet où ils ont fait quasiment tous des jeux, là on était sur 4 à 5 sessions. Donc là, en dessous, t'as combien de sessions à peu près? L'idée c'est de tenir une année scolaire. D'accord, ça fait combien de sessions? 30. Et c'est toutes les semaines? Ouais, tous les semaines, sauf quand il y a vacances scolaires. Ouais. Mon idée c'est vraiment de tenir sur l'année scolaire. Là, du coup, le 3e trimestre, on arrive sur plutôt les Lego Bidou, les capteurs, enfin avec Arduino, on va commencer à faire des choses beaucoup plus compliquées aussi grâce à tout ce qu'on a acquis avant. Et puis je suis en train de réfléchir à ce qu'on fera les années d'après. Après, je me rends compte que en stage, par exemple, j'avais des gens qui débutaient, puis j'en avais qui étaient tellement mordus qu'ils se sont réinscrits en stage. Et en fait, je leur ai fait faire quelques activités à côté, mais ils étaient très contents d'aider les autres. Rien que le fait d'être en atelier toutes les semaines avec d'autres, même quand ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on fait dans les activités, ils y trouvent leur compte parce qu'ils partagent, ils montrent ce qu'ils ont fait, ils aident. Ils sont contents aussi. Du coup, tu as des niveaux très vite sur les notes, tu as des niveaux assez divers. De fait, ouais, ça va dépendre. Mon atelier qui avait commencé à la rentrée, j'avais désigné un niveau très homogène. Enfin, celui que j'en ai commencé un autre mi-février. Là, j'ai eu un môme qui était tellement motivé qu'au bout de 2 sessions, il faisait tout seul des labyrinthes super compliqués. Enfin, lui, pour le coup, il allait voir des projets sur Scratch et ça m'inspirait, donc il faisait des trucs très très compliqués. C'est lui que j'ai mis sur Arduino d'ailleurs. Mais c'est très variable en fait. Et du coup, l'idée, c'est de pas se faire, j'essaie de pas me faire étouffer par la pédagogie ou par l'idée d'un cursus. Ouais. C'est quand même de toujours de rester. C'est aussi l'idée des petits groupes, de s'adapter aux groupes qu'on a. Il y en a qui ont besoin de plus de cadres, d'autres moins. Et puis c'est encore expérimental, on va dire. Et tu restes complètement sur que des outils visuels, c'est ça? Enfin, quelques des outils de type avec bloc et... Tu vois, Arduino, là, quand je l'ai fait en stage avec l'autre, on était au début sur Sketch, qui est le programme Arduino. Donc là, c'est du code pur et dur. Ils comprennent. L'avantage d'être sur Scratch, c'est qu'ils réutilisent ce qu'ils savent déjà faire. Ouais. Je pense que je passerai après sur des langages. Non, alors moi j'utilise pas, sur Arduino j'utilise pas Enchanting. Il y a un mec qui a développé l'interface. Ce qui est intéressant, c'est l'unité d'interface. Ouais, c'est qu'en fait après les compétences elles restent. Ouais. Un transfert. Ouais. Ce qui te permet de faire des choses beaucoup plus complexes en fait, quelque part en logique, en code, en algorithmique si tu veux, sans avoir à réacquérir le langage. Il faut te dire aussi que c'est ma première année, donc après on fera d'autres trucs. Enfin, tu vois, mais c'est une très bonne question. Ouais, ça y est, j'ai largement exposé le timing, c'est ça. Je vais te dire un dernier truc si tu veux bien, je trouve que c'est important, c'est les sources. Parce que ça peut en intéresser beaucoup. Je m'inspire énormément du travail de Karen Brennan, qui est une prof de Harvard, qui anime la communauté Scratch Ed. Et donc elle a fait un guide, un curriculum qui est en anglais, qui a dû être traduit en français. Moi je suis partie de la version anglaise. Et il y a comme ça un cursus de 20 sessions avec plein d'activités. Je m'en suis largement inspirée, donc s'il y en a qui s'intéressent, c'est complètement accessible, vous pouvez aller voir. J'ai aussi remanié plein de choses et je m'en suis inspirée, j'avais échangé avec beaucoup de gens qui pratiquaient, donc je ne sais plus dire ce qui vient de là, ce qui vient d'ailleurs, mais néanmoins c'est une très très bonne référence, notamment sur la philosophie, justement. Voilà. Pour la suite, on va avoir une présentation rapide de Ange. Peut-être tout à la fin. Alors, ça va être le tour de Roselyne Day, s'il vous plaît. Moi, le problème, c'est que vous êtes tous dans le code, moi je suis pas du tout là-dedans. Peut-être passer moi. Non, au contraire. Heureusement. Tu n'es pas la seule à être dans le code. L'huile de code et l'huile de coude sont nécessaires pour ça. Et j'ai pas fait de présentation parce que moi je suis prof de sciences et au mois de décembre on a fait un petit travail sur le jeu. Enfin, on s'est retrouvés à un moment donné, on a pas mal réfléchi sur le jeu et j'avais une problématique dans l'établissement, c'était de faire passer des informations autour du sommeil. On voulait faire un travail autour du sommeil.
Et on est parti avec un groupe d'élèves volontaires à travailler sur le jeu, sur le sommeil et sur le jeu. De quel âge, du coup, les autres? C'est des écoles 6e, 5e, c'est-à-dire 12, 11, 13 ans. Et donc on est parti à construire un jeu. J'ai lancé voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc on est vraiment parti, ils ont commencé à se poser des questions sur une forme de jeu de loi, de dés différents, de questions par derrière. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et là, ils sont complètement acteurs de leur travail. Ils emmènent le jeu et au chemin faisant, ils acquièrent plein de notions sur le sommeil, puisqu'ils vont chercher des informations. Voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Mais je voulais partager un peu. Quand du coup, le jeu, c'est un jeu... C'est un jeu de plateau qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont partis sur un jeu de loi, une forme de jeu de loi avec des échelles pour avancer d'une case à une autre case en passant par-dessus les autres, ou un puits pour redescendre à une autre case, à faire un dé un peu particulier qui lui parle aussi du sommeil, puisque sur le dé il y a une case cauchemar qui sera un petit peu le puits, une case, alors je ne me souviens plus de tout, mais une case rêve qui permettait d'aller aussi plus loin, et puis une case sur laquelle on tombe sur des questions. Et là, pour s'en sortir, il faut passer des questions. Et là, on est en train de construire les questions, on est en train de construire le plateau, et petit à petit, ça avance, et on espère qu'à la fin de l'année, ça sera fini. Parce que c'est pas évident de construire tout ça. En tout cas, c'est une belle utopie parce qu'ils sont tous à fond dedans. Enfin, ils sont pas nombreux, ils sont une petite dizaine, mais ils sont à fond. Et du coup, c'est ça qui te donne envie peut-être de passer alors justement, on s'était posé la question, on s'est dit ce serait vachement intéressant de faire ça sous forme de jeu numérique. Mais comment faire? Scratch. Un jeu de plateau, Scratch. Scratch de plateau, oui. Bah 2D. Bah oui. Ouais, mais voilà, il faut savoir faire aussi. Non, c'est un peu jeune. C'est plutôt 14-15. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à courir. Voilà. Et c'est à quel endroit? Vers Anisia. Tout à part. Donc peut-être qu'il y aura un codeur. Oui, c'est le collège où tu étais. C'est Jean Moulin? Non, c'est Dodé. Voilà. Tu peux mal. Ah bah écoute, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des expériences de code avec des enfants à partager encore ou pas? Qui ne se seraient pas inscrits mais qui auraient envie d'aller... Ouais, On a encore 2 présentations. Ok. La prochaine, c'est de Mozilla. Ouais, moi c'est pour présenter un projet de chez Mozilla, la Mozilla Foundation. Donc c'est Webmaker. Donc j'ai pas fait de présentation, mais je vais présenter l'outil. Malheureusement, moi j'ai un seul atelier avec des enfants. C'est trop bien, c'est un atelier personnel avec ma sœur de 13 ans. Il m'a dit lâche, je fais tout seul. C'est bien passé du coup. Et juste, je vais me baisser un peu moins du coup, juste que je le branche avec les deux fils. Et voilà. Donc, dans le principe, Mozilla Webmaker, c'est assez simple. C'est dans l'idée comme on avait au début avec le web quand ça a commencé, on prend des bouts et on copie-colle et paf, ça marche. Je vais le brancher, c'est bon. Donc l'idée est assez simple. Ça va pas trop bien marcher si on ne pas montrer. Juste une seconde de préparation. Ça va être sur Bluetooth, c'est pas génial. Ouais, c'est pas mon ton d'écran, j'ai envie de me montrer. Sur mon très classe, c'est pas trop ça que j'ai envie.
C'est webmaker.org. Ouais, c'est ça, vous pouvez déjà y aller si vous êtes pressé. Ouais. On va faire avec. Webmaker. Je vais faire comme ça, sinon je ne vais pas réussir à vous montrer si je ne vois pas ce que j'ai sur mon écran en même temps.